Donc, si j'ai bien compris, il me reste moins 4 minutes. Hein. C'est ça. Bon, bonjour, merci. Je suis Pascal Charbonnel, je suis médecin généraliste et je suis chargé du projet EBM France au niveau du Collège de la médecine générale. EBM France, si vous voulez en savoir plus, on en reparlera plus largement, ainsi que du projet PEPS dans la plénière sur les outils numériques du collège à 16h30. Mais très schématiquement, il s'agit d'un outil pour mettre à disposition des médecins généralistes français de recommandations internationales adaptées à la pratique sous une forme ergonomique standardisée et utilisable en consultation, référencée au sein d'un même moteur de recherche pour que la recherche soit fluide et surtout permettant d'intégrer les productions nationales françaises mises à disposition des généralistes et accompagnées d'outils de communication avec le patient. Et vous voyez bien là tout de suite le lien entre ces deux derniers points et les projets qui vous ont été présentés juste avant. Dans un deuxième temps, puisque les travaux vont commencer à partir de la semaine prochaine, l'idée c'est de faire le lien entre ces outils d'aide à la décision et le logiciel métier, et en particulier les données structurées du patient dans le logiciel métier. Donc je me suis permis juste de reprendre 2 diapositives que nous ont présenter les intervenants participants et de voir qu'effectivement les données scientifiques en résumé avec un message qui est clair, avec une synthèse validée de la littérature disponible en consultation. L'exemple qui a été donné, c'est le référentiel qui a été écrit lors de ce projet. Et ben, on peut faire l'hypothèse très rapidement que dans le portail EBM France, on aura exactement cette série de recommandations disponibles. Là, je vous ai pris un exemple d'une reco qui existe actuellement dans notre plateforme et qu'on pourra... et donc, vous pourrez avoir aisément en consultation les éléments du référentiel directement sur votre clic, étant sur la même plateforme, avec surtout le même modèle de présentation, vous facilitant la vie en termes d'ergonomie. Et la deuxième hypothèse, c'est de dire qu'effectivement, il y a besoin d'outils de décision informés et construites en commun avec les patients. J'ai repris la diapo d'Éric. L'idée, c'est ça, puisqu'il y a un sous-projet qui s'appelle EBM-EDS, qui consiste à analyser les dossiers des patients qui bien sûr sont structurés, à l'aune des recommandations le concernant, les recommandations étant elles aussi structurées, pour lui proposer des actions positives pour sa santé. On est exactement dans le modèle qui a été décrit. Et effectivement, on a bien d'un côté le patient et son dossier et ses informations pouvant venir soit du médecin en consultation, mais soit aussi d'outils externes comme dans le projet PEPS, une base de règles, établie par tout le travail qui a été fait sur le risque cardiovasculaire, et le moteur d'analyse permet tout simplement de sortir cette liste de préconisations qui va être juste un outil support dans votre même outil métier global pour pouvoir travailler avec le patient et co-décider avec lui. Les études qu'on a, puisque c'est des projets qui existent déjà à l'étranger, montrent très bien l'efficacité de cette démarche qui consiste à structurer les données du dossier et les confronter à des bases de connaissances pour arriver à un travail commun. Ce que nous disent nos collègues finlandais là-dessus, c'est que très clairement, ce travail-là leur libère du temps pour travailler avec les patients sur la décision et sur l'aspect motivationnel de leur travail. Donc, les médecins qui ont peur d'être remplacés par des ordinateurs, il faut les remplacer par les ordinateurs. Mais pour les autres, il y a un outil commun qui va pouvoir se faire à partir de notre pratique, à partir de notre spécificité de soins primaires, et d'aller ensemble pour accompagner mieux nos patients. Merci à Éric de cette plénière. Je le fais parce qu'il ne le fera pas lui-même. C'est un travail gigantesque et j'espère qu'on se reverra les années à venir pour voir que finalement on est arrivé à des résultats. Merci Pascal. Je vais demander à tous les intervenants de venir sur le plateau. Nous avons quelques minutes pour les questions et vous avez des micros au milieu des allées. Je vous invite à venir prendre la file d'attente pour les questions. Alors, vous vous présentez.
Ça marche. Oui, bonjour. Christian Duprat, collège universitaire de Lyon, de médecine générale. Alors d'abord, merci à tous les intervenants parce que vos interventions sont très pragmatiquement appropriables par chacun et ça propose beaucoup de choses. Alors moi, j'ai une question et une remarque. La première question dans l'intervention de M. Lacoin, mais ça c'est un petit peu du pointillage de mouche. Vous parlez sur la diapo d'obésité, puis ensuite vous mettez obésité et surcharge. Alors le potentiel cardiaque que je suis à obésité, il ne s'inquiète pas, surcharge, il commence à redouter un peu. Est-ce que obésité et surcharge pondérale sont des facteurs de risque ou que obésité? Et puis après, la remarque, c'est... Alors, l'universitaire, il devient un peu schizophrénique avec le confrère. Parce qu'à la fac, je travaille avec Gueffier ou Herpel Linger, donc on a déjà travaillé là-dessus. Et je trouve que c'est très intéressant que la médecine générale s'empare de ça. Et c'est ce que je dis à mes étudiants. Quand l'universitaire, il rentre au cabinet, il devient confrère. Et le confrère, il travaille avec ses infirmières azalées. J'ai la chance d'en avoir 2. Et puis on met au point le repérage des facteurs de risque modifiables, non modifiables. On ne calcule plus sur l'état parce qu'on s'est aperçu en effet que ça n'a pas grand-chose. Et là, il est bien content. Et puis il arrive à son cabinet. Et là, il reçoit sa représentante ROSPRE de la Sécurité sociale. Et puis, pour toucher ma prime, qui me fait brive quand même, parce que c'est 8-10 000 euros, je ne sais plus combien c'est ce machin, mais c'est quand même important. On me dit qu'il faut que je mette des statines à tous les diabétiques, que je calcule des tas de trucs. Alors, comment est-ce que l'initiative que vous développez là, qui est fabuleusement intéressante, parce que pour nous, généralistes, elle est dans notre boulot de tous les jours, repérer, identifier, questionner, on peut le faire facilement, ça. Mais ça veut dire qu'on y perd des sous. Donc comment est-ce que vous pourriez faire pour que l'entité qui quand même la tutelle, qui nous gère, ne nous mette pas dans un conflit d'intérêts absolument, non pas dramatique, mais humoristiquement questionnant. Merci. Alors, merci pour cette question. Alors la première question qui s'adressait à François. Oui. Sur la première question, en fait, il y a une augmentation du risque à partir du moment, si on prend le BMI comme indicateur, à partir du moment où on a une surcharge pondérale, il y a une augmentation de risque. Et plus on augmente, et plus on arrive dans l'obésité, et plus le risque augmente. Voilà. Donc il n'y a pas de césure, entre guillemets, dans cette augmentation de risque. D'accord ? Donc ça commence dès la surcharge pondérale, et ça s'aggrave encore avec l'obésité, bien évidemment. Voilà. Et moi, je veux bien répondre sur la question de la ROSP, parce que moi aussi, j'attends ma ROSP, là, mon 13e mois. Quoi, Mais en fait, la ROSP, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que ça a des vertus, ça permet de... je ne parle pas du fric, mais je parle le fait qu'il faut comprendre ce que c'est qu'un indicateur, que les indicateurs, ça peut servir pour mesurer la qualité, etc. Mais c'est très difficile de faire des bons indicateurs. Ça demande d'avoir des bonnes données structurées dans les dossiers. Et les indicateurs de la ROSP ont une histoire qui est qu'on est parti de ce que le SNIRAM pouvait mesurer. Et on a essayé après d'évoluer vers ce que nous-mêmes sommes capables de mesurer aujourd'hui dans nos dossiers. Et on peut dire que ce n'est pas grand-chose. Donc il y a un énorme boulot à faire à ce niveau-là. Et il faut dire aussi qu'il faut peut-être changer l'esprit des indicateurs. Et qu'une session comme celle-ci, elle peut contribuer à changer l'esprit des indicateurs. C'est ce qui se passe dans tous les pays où les indicateurs faisaient fureur il y a 10 ans, comme le Royaume-Uni, etc. On est en train de les abandonner progressivement. Parce que ce n'est pas probablement la manière la plus pertinente d'améliorer la qualité des pratiques aujourd'hui. La dernière version de la ROSP a introduit la notion de repérage précoce et d'intervention brève sur l'alcool et le tabac. C'est une petite évolution, c'est certainement pas la révolution qu'on pourrait attendre, mais c'est important parce que ça veut dire que, d'une part, des données de l'ordre du relationnel sont rentrées dans la ROSP et ce n'était pas évident à faire admettre à nos partenaires de l'assurance maladie, et que d'autre part se sont posé la question pour le travail qu'on fait avec les éditeurs sur comment ça se note dans un dossier l'intervention brève. Et donc ça aussi, ça fait avancer l'ensemble du dispositif. Donc c'est pas magique, mais ça fait partie des outils. Merci Pascal. Et puis j'ajouterais aussi que le collège est concerté
avec la CNAM, enfin on demande son avis par rapport aux indicateurs, et si nous avons des éléments à proposer avec des outils pour les médecins, bien évidemment, ça sera dans le prochain panier. Oui, docteur Bruno Stefanini à Poitiers, maître de stage. Je suis d'accord avec mon confrère par rapport à ce que nous demande la ROS, mais surtout, moi, c'est par rapport aux cardiologues. Parce que quand je vois le super exposé qu'a fait le docteur Enza, et quand je vois comment et ce que nous demande l'hôpital pour nos patients, je suis stupéfaite et je me pose la question de savoir comment sont formés les cardiologues et quels éléments ils ont. Est-ce qu'ils n'ont pas connaissance de ces études? Est-ce qu'ils ne planchent pas là-dessus au niveau lors de vos congrès? Parce que quand on voit, nous, la quantité de patients, alors je fais des groupes de pairs et on expose nos cas, et le nombre de personnes âgées qui sortent de l'hôpital avec de la torvastatine à 80 mg, alors que nous-mêmes, on les avait arrêtés parce qu'ils avaient des douleurs et que, voilà, on se bat toute la journée avec ça. Et après, nous, on a beaucoup de difficultés auprès des patients à leur faire arrêter ce genre de médicaments parce que le grand spécialiste, le professeur, a dit qu'il fallait donner de la torvastatine et qu'il fallait qu'ils aient moins de 0,8. Donc là, nous, on a beaucoup de difficultés à se battre. Et puis la deuxième chose que je voulais peut-être connaître, c'est nous aussi, on a beaucoup constaté que nos patients atteints de pathologies psychiatriques graves avaient effectivement plus d'événements coronariens, mais on avait constaté que ces patients, ils bougeaient moins, ils étaient très souvent obèses et les pauvres, ils bougeaient très peu, et ils fumaient beaucoup et ils buvaient. Moi, j'en avais un, il mangeait 5 poulets par jour. Quand je l'ai interrogé, il buvait je ne sais combien de litres de coca. La seule chose que j'ai pu arriver à lui faire admettre, c'est d'arrêter le coca. Et alors, je me demandais, est-ce que les neuroleptiques jouent un rôle? Est-ce que ça a été étudié? Est-ce que ces patients-là, c'est simplement leur comportement comme les autres, ou est-ce qu'ils ont un facteur aggravé par leur traitement? Voilà. Bon, pour la première partie de votre intervention, bon, c'est ce qu'on appelle la dictature de la pensée, le terrorisme intellectuel. Enfin, il n'y a aucune étude n'a été indépendante, ça il faut le savoir. Tout est sponsorisé. Tous les congrès de cardiologie sont sponsorisés, les recommandations sont sponsorisées. Vous voyez la liste des conflits d'intérêts, elle est infinie. Donc ça pose un problème, et les médecins ne se sont pas posés dans la posture. En tout cas, les cardiologues, ils se posent en VRP. Voilà, c'est des représentants de commerce. Ils leur transmettent la voix de l'industrie, de Big Pharma. Et au lieu s'il y a une controverse, il faut interroger les industriels, essayer de les obliger à ouvrir leur base de données. Et c'est quasiment un bras de fer entre État et industrie. Le BMJ s'est lancé là-dedans, sous l'impulsion de son éditeur en chef, Fiona Goldie. Elle essaie de faire ouvrir les bases de données, mais vous allez sur le site du BMJ, pour l'instant, il n'y arrive pas. Alors que pour l'instant, le BMJ, c'est la 4e revue internationale en médecine, et il n'y arrive pas à faire ouvrir ces bases de données qui sont complètement sous-scellées, quasiment depuis entre 1994 et 2018. Vous comptez le nombre d'années. Pourquoi l'étude 4S est toujours sous-scellée? Ça pose quelques soucis. Pourquoi secret industriel? Donc, pour répondre à vos correspondants, il faut les interroger, en fait, et prendre des outils, des études. Par exemple, les Danois, ils vont bientôt publier un autre article. Donc là, ils ont donné le gain en espérance de vie à partir des études, à partir des données disponibles. Gain moyen, et là ils vont sortir le gain en termes d'infarctus, et là ils tombent sur 2 à 3 semaines. Donc on décale sur les données disponibles les événements de 2 à 3 semaines après 5-6 ans de traitement. Voilà, et donc il faut leur donner ces données que les cardiologues ne connaissent pas.
en fait. Parce que qu'est-ce qu'on fait à la faculté? On répète ce que le patron a dit. Et qu'est-ce que le patron dit? Il lit les recommandations. Donc en fait, c'est une transmission de connaissances qui est complètement passive et qui n'est jamais dans le sens de l'interrogation, de la mise en doute, sans qu'il y ait le mot doute, de la pourquoi. Voilà, il faut revenir un peu aux origines. Là, et il y a toujours le problème de est-ce qu'on traite un marqueur ou un facteur de risque? Moi, je dirais plus que c'est un marqueur de comportement. Et en fait, ce que l'étude Interart a surtout montré, c'est un ratio cholestérol sur HDL. Ça, c'est très intéressant, c'est ce ratio qui est sorti et pas les dosages isolément. Vous voyez l'énorme overlap entre ceux qui ont fait un infarctus et ceux qui n'en ont pas fait. C'est quasiment infime, la différence. Donc, en fait, c'est un marqueur. Et comment on peut agir sur ce marqueur? Par exemple, le tabac est un facteur qui influence beaucoup ce ratio. Ça, c'est une étude aussi qui a été publiée récemment dans Art, le ratio cholestérol sur HDL, par exemple. Donc l'exercice, l'obésité, on en revient. Parfois, il vaut mieux traiter sur les problèmes, la source des problèmes, que taper sur un indicateur. Quand on a voulu taper sur la fréquence cardiaque avec de l'ivabradine, par exemple, je prends un exemple, c'est des études qui sont négatives. C'est prescrit, mais ça ne sert à rien. Ce n'est pas mieux que le placebo. Quand on a voulu taper, nous, cardiologues, sur les extrasystoles ventriculaires, dans les années 70, 80, avec des antiarythmiques, on a tué les patients. On supprimait les extrasystoles ventriculaires, mais on les tuait après un infarctus. Voilà, parfois, il ne faut pas taper sur un marqueur, mais il faut agir sur la maladie elle-même et sur ses origines. Voilà. Sur le thème de des maladies mentales, je laisse. Alors, d'après ce que j'ai lu, parce que c'est assez récent, d'après ce que j'ai lu, certes, il y a des facteurs intriqués. On sait très bien qu'effectivement, les patients fument plus, ils mangent plus, ils grossissent avec, etc. Mais il y a un facteur lié à la maladie elle-même. Il y a des facteurs confondants, mais quand il y a la méta-analyse qui a été faite, qui a été à très grande échelle, vous avez vu le nombre de dossiers qui étaient dans cette méta-analyse, il y avait 92 études, etc. Il y a une très très grosse, vraiment à très grande échelle, la méta-analyse. Et donc, au-delà des facteurs confondants qui ont été explorés, il y a un risque lié à la maladie elle-même. D'accord ? Alors, aggravé par tout le reste aussi, bien sûr, ça rentre en compte, mais il y a un risque lié à la maladie. Et ça rejoint la relation, c'est un papier récent qui montre la relation entre le stress mental, stress négatif, et l'inflammation artérielle. Il y a une relation qui a été démontrée il n'y a pas longtemps, publiée dans le Lancet, où c'est très intéressant. On revient à l'inflammation au niveau du vaisseau qui est corrélé au niveau de stress donc intracérébral par l'activité de l'hippocampe. Bonjour, Pierre Hadar, généraliste à Grenoble. Alors j'ai d'abord une toute petite question, ensuite une remarque. Je pense que ce serait peut-être plus intéressant de répondre rapidement à la question. J'ai on va dire peut-être un commercial qui s'est approché de moi en me parlant d'une technologie qui calculerait l'onde de pouls, qui serait un bon indicateur d'un risque cardiovasculaire. J'ai une petite idée de la réponse que vous pourriez avoir, mais j'aimerais quand même avoir votre point de vue. Ça ne sert à rien, c'est corrélé au niveau d'hypertension et à l'âge. Et en fait, il y a un bon indicateur, c'est la pression pulsée. Vous faites la différence entre pression systolique et diastolique. Ça ne sert à rien d'acheter son appareil. D'accord. C'est exactement pareil. C'est la petite idée que je me faisais. Du coup, ma remarque... on parlait un petit peu des cardiologues. Alors bon, moi j'ai un ami de fac qui est cardiologue. Alors je lui en fous plein à poire à chaque fois, mais avec les données que j'apprends notamment dans les congrès, à d'autres formations, je pense que c'est bien aussi de se dire que les cardiologues ne sont pas moins informés que d'autres, que ici on est une population de médecins généralistes qui est a priori pas complètement représentative des généralistes de France. Ça, c'est bien gardé à l'esprit. Je pense que c'est peut-être aussi notre mission de communiquer autour de ces informations-là, de ces études-là, auprès de nos confrères, parce que c'est vrai que c'est bien beau de dire lui, le cardiologue, il ne sait rien. Moi, j'ai vu une étude plus intéressante. Mais si on ne communique pas aussi entre nous,
je pense qu'on ne fait pas évoluer notre propre profession. Alors, il y a quelqu'un qui s'est levé dans cette partie de la salle qui voulait poser une question. On a le temps de prendre encore une ou deux questions si vous voulez. Eh bien, écoutez, si c'est l'heure du repas... Ah, dernière question. Bonjour, Marie-Pierre Etcheverry, médecin généraliste en centre de santé à Saint-Denis. Vous avez parlé à un moment, parce qu'on a beaucoup de patients donc, qui sont sous statine, donc qu'est-ce qu'on en fait avec toutes les données que vous nous avez apportées aujourd'hui? Et surtout, vous avez dit à un moment qu'il y avait, quand vous parlez dans l'intention de traiter, il y avait 93 personnes qu'on traitait unitairement, mais il y en avait peut-être 7 qui, si on les mettait sous statine, il y avait un bénéfice. Est-ce que c'est des bons scores, parce que ceux qu'on a apparemment ne sont pas corrects, qu'on pourrait éventuellement quand même les mettre sous statine, ou est-ce que les statines, il faut vraiment qu'on se dise que c'est de la merde? Voilà. Alors avant de passer la parole à Pierre Vladimir qui va ajouter sans doute quelque chose à ce que je vais dire, vous avez un outil qui s'appelle Statin Choice Aid, qui est en ligne, que je pense un certain nombre d'entre vous connaissent, qui est un outil qui utilise l'équation de Framingham, traduite en français par les Suisses, et adaptée à la population allemande avec la population de Procam, de l'étude allemande, et qui est un outil pédagogique qui permet de voir pour les variables de l'équation de Framingham, le risque pour 100 personnes d'avoir un événement cardiovasculaire dans les 10 ans qui viennent. Et si on ajoute une statine, ce sont des boules de couleur, et si on ajoute une statine, ça vous rajoute une troisième couleur pour vous montrer les événements évités. Je vous propose d'essayer ça avec vos patients, vous verrez, ça marche bien. Exactement la même remarque que je voulais faire, c'est imagé par ce... Retenez un Mayo Clinic, vous tapez sur Google, Mayo Clinic statine, et vous tombez tout de suite sur ce calculateur qui est vraiment très informatif. Et donc, c'est une décision partagée. Si vous avez un patient stressé qui veut absolument, qui tolère sa statine, il n'y a pas d'effet secondaire et qui en est convaincu, laissez-le la prendre. Par contre, celui qui est hésitant, celui qui a des effets secondaires, mais il n'y a aucun doute, arrêtez-la. Surtout, il ne faut pas que ça empêche, il faut leur aussi présenter comme un troc, hein, vous échangez une statine contre une activité physique. Par exemple, quand je vois tous les patients qui sortent d'un AVC, on les met sous 80 mg de Tahor, mais combien n'ont plus aucune chance de pouvoir d'être réadaptés? Alors que quand on voit l'étude Sparkle, l'étude randomisée, mais le bénéfice, il est marginal. C'est le problème des risques relatifs. Et curieusement, le risque relatif est d'autant plus important que le risque absolu est faible en général. Donc vous traitez du signal très faible. Et le problème, c'est la médecine vers laquelle on devrait évoluer, c'est la médecine de précision, médecine personnalisée. Ça va à l'inverse de ces études randomisées, marketing, qui visent à traiter la plus grande population possible. C'est ça le but de l'industrie, hein. C'est de traiter le plus grand nombre de personnes. Et donc, quitte à taper sur ceux qui n'ont aucun bénéfice et qui n'auront que les effets secondaires. Et donc, c'est pour ça qu'il faut ouvrir cette boîte de Pandore, hein, les obliger, c'est les médecins à se tourner vers les industriels pour protéger les patients. Voilà. Et non pas se positionner comme des représentants de commerce. Voilà qui est dit. Alors, je vois deux personnes. Question brève et réponse courte. Alors, une question assez rapide. Il y a un an à peu près, j'ai participé à une petite formation organisée par un labo où un cardiologue qui exerce à côté de chez vous, Dr Drahi, avait fait la présentation sur l'arrêt spontané par les patients suite à un scandale qu'il y avait eu donc, il y a à peu près un an des statines. Et il nous avait sorti en fait certaines études et certains tableaux, je ne me souviens malheureusement plus du nom des études, qui disaient qu'en fait l'arrêt brutal de statine augmentait le risque cardiovasculaire chez les patients. Alors est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je connais très bien cette étude danoise qui a été une large publicité. J'ai écrit aux auteurs, je leur ai demandé
quel est l'impact en termes de mortalité totale, parce qu'ils n'ont publié que la mortalité cardiovasculaire. Pas de réponse. Ils ont éludé la question. Ils ont dit que ce n'était pas le but. Parce que si on augmente la mortalité totale, cardiovasculaire et pas totale, il y a un biais. Et par ailleurs, ils n'ont pas ajusté sur l'arrêt des antiplaquettaires. Parce qu'il faut, avec votre patient, il faut hiérarchiser les médicaments. Quand le patient a un infarctus, un stent, et ce qui n'est pas négociable, c'est les antiagrégants plaquettaires. Parce que ça, si on arrête les antiagrégants plaquettaires, on a la thrombose de stent. Donc il faut les hiérarchiser, les médicaments, dans l'ordre dans leur importance vitale. Et après, donc, dans cette étude, justement danoise, sur l'arrêt des statines, on ne savait pas quel était le nombre de patients qui avaient arrêté en même temps leur antiagrégant plaquettaire ou leur bêta-bloquant à visée antiarythmique, ou que sais-je. Il n'y avait pas d'ajustement. Donc c'est une étude marketing. D'ailleurs, un des auteurs, c'est un co-auteur de nombreuses études sur les statines, avec une énorme liste de conflits d'intérêts. Et en plus, quand vous pourrez voir ma lettre dans l'European Art, il n'y a aucune réponse à mes questions. Aucune. Dernière question. Oui, pardon, c'est peut-être un petit peu redondant avec la question encore d'avant, là, mais les patients qui ont déjà eu un événement cardiovasculaire, donc en prévention secondaire, et les diabétiques en prévention primaire, les diabétiques, du coup, quelle est la place de la statine finalement Chez les diabétiques en prévention primaire, vous voyez, l'étude CARDS, elle est arrêtée 2 ans prématurément, très faible nombre d'événements. Et en fait, c'est une étude qui devrait être invalidée sur le plan statistique. Donc, mais c'est publié, parce que ça fait vendre. C'est un problème, vous pourrez lire, si vous allez sur le site de Fiona Godley du BMJ, c'est passionnant. Deuxième chose, en prévention secondaire après un infarctus, respecter les recommandations, d'autant plus si le patient a un LDL élevé. Je mets à part les hypercholestérolémies familiales, hétérozygotes, homozygotes. Okay, et les autres patients, il faut qu'ils tolèrent leur traitement surtout. S'il y a des signes d'intolérance, si vous avez un doute, vous pouvez faire des essais d'arrêt de 1 mois, 2 mois. Si la qualité de vie est meilleure, ils ne reprennent pas leur statine et ils marchent. Et ils ne fument plus. Voilà. Par contre, ceux qui tolèrent, il n'y a pas d'effet secondaire, pas d'hépatite, méfiez-vous des interactions médicamenteuses avec le traitement, par exemple, avec une érythromycine pour un Helicobacter pylori. Il y a tous les pièges possibles. Il faut être vigilant, maintenez leur statine, mais surveillez-les et qu'ils la tolèrent et que ça ne l'empêche pas, que ça ne leur fait pas prendre une position canapé. Voilà. Merci. Et s'ils continuent à fumer, ils peuvent arrêter leur statine. Bien, merci à tous. Je vous rappelle que si vous voulez participer à la phase 2 de l'expérimentation de l'outil d'évaluation avec le patient du risque cardiovasculaire, vous avez sur le pupitre du stand du collège une liste d'inscriptions et même, d'une façon très moderne, un QR code pour ça. Je savais, hein, tout ce qui se disait par rapport au statine, mais j'étais ce matin autour de 100%.